Chaque nuit, des milliers de personnes se lèvent pour uriner et tombent. Ce n'est ni la vessie, ni la vieillesse. C'est quelque chose de bien plus caché et plus dangereux. Si vous l'ignorez, cela pourrait aussi vous arriver cette nuit. Je suis médecin, ou plus exactement, je l'ai été pendant plus de 40 ans. J'ai ausculté des cœurs fatigués, des ventres noués, des corps qui criaient sans qu'on sache toujours ce qu'ils disaient. J'ai vu passer des centaines de patients entre mes mains, dans des cabinets, des services de gériatrie, des urgences rurales, et même parfois chez eux, quand le téléphone sonnait à minuit. Et puis un jour, j'ai rangé mon stéthoscope. J'ai pris ma retraite. Mais il y a une chose que je n'ai jamais pu poser, une chose que je n'arrive toujours pas à oublier: les réveils nocturnes qui détruisent lentement la vie des gens, sans que personne ne comprenne pourquoi. Vous pensez peut-être que j'exagère, qu'un petit pipi au milieu de la nuit, ce n'est pas bien grave, que c'est l'âge, que c'est la vessie, que c'est comme ça. Mais laissez-moi vous raconter une scène, vécue 1000 fois dans 1000 maisons différentes. Une femme d'un certain âge, que j'appellerai Colette, se lève pour la 3e fois de la nuit. Il est 3h47. Elle tâtonne dans l'obscurité. Ses jambes sont lourdes, sa tête un peu vide. Elle trébuche sur le tapis du couloir. Elle tombe, fracture du col du fémur. 3 mois de rééducation, une autonomie jamais totalement retrouvée. Tout ça à cause d'une envie d'uriner. Et encore, c'est un cas léger. D'autres perdent l'appétit, sombrent dans la dépression, ne sortent plus de chez eux. Car se réveiller toutes les nuits, 2, 3, 4 fois, mine le corps, le mental, le cœur. Ce phénomène a un nom, la nicturie. Et si vous avez plus de 60 ans, ou si vos parents sont dans cette tranche d'âge, il est presque certain que vous en avez entendu parler, ou plutôt que vous l'avez subi. Pendant des années, j'ai essayé de traiter ce symptôme comme on me l'avait appris, en prescrivant des alpha-bloquants pour les prostates, des anticholinergiques pour les vessies trop actives, en conseillant de boire moins d'eau avant de dormir. Et parfois, ça marchait pendant une semaine. Puis les plaintes revenaient. Toujours. Les nuits entrecoupées. L'impression de ne jamais vraiment dormir. La fatigue constante. Et c'est là que quelque chose a commencé à me déranger. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi certaines personnes continuaient-elles à souffrir malgré tous les traitements classiques? Pourquoi des femmes, sans prostate évidemment, souffraient-elles autant que les hommes? Pourquoi des patients avec une parfaite échographie urinaire se levaient quand même 4 fois par nuit? Alors, j'ai cessé d'observer uniquement la vessie. J'ai élargi mon regard, j'ai écouté, j'ai étudié, j'ai repris les bases. Et ce que j'ai découvert m'a littéralement renversé. La nicturie n'est pas une question de vessie. Elle n'a souvent rien à voir avec un organe malade. C'est un signal, un cri que lance le corps, parce que quelque chose ne va pas ailleurs. Et ce ailleurs, c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Je vais vous montrer pourquoi ce symptôme est bien plus courant, bien plus sournois et bien plus dangereux qu'on ne le croit. Je vais vous expliquer ce qu'aucun médecin ne vous dit en consultation, non pas par méchanceté, mais par manque d'information. Et surtout, je vais vous donner une solution, une vraie, sans médicaments. Une méthode simple, naturelle, efficace, mais que personne n'ose vous proposer, car elle demande du courage, de la discipline et un changement de regard radical sur notre mode de vie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous pose une question. Et si vos réveils nocturnes n'étaient pas une fatalité? Et s'ils étaient le résultat d'un choix alimentaire fait chaque soir sans le savoir? Seriez-vous prêt à changer cela pour enfin retrouver des nuits paisibles? Si ces questions résonnent en vous, alors je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Vous ne verrez plus jamais vos nuits de la même manière. Et si ce type de contenu vous semble utile, abonnez-vous à cette chaîne. Cela m'encourage à continuer de partager ces vérités que la médecine moderne a oubliées, mais que l'expérience, elle, m'a apprises. Question de réflexion pour vous. Quand vous vous réveillez la nuit pour uriner, vous pensez que c'est A, un problème de vessie ou de prostate, B, un dérèglement de votre alimentation ou de vos hormones? Dites-moi dans les commentaires, A ou B. J'ai hâte de lire vos réponses et de vous montrer ce que révèle vraiment votre choix. Pendant de nombreuses années, je me suis moi aussi trompé. Comme tant de mes confrères, je me suis laissé guider par ce que j'avais appris à l'université,
par les manuels, par les protocoles médicaux. On m'avait enseigné que lorsqu'un patient se lève plusieurs fois par nuit pour uriner, il faut d'abord penser à la vessie, puis à la prostate, à une éventuelle infection, voire à une insuffisance cardiaque légère. Et je dois l'admettre, j'ai longtemps pensé que la nicturie était un mal bénin, une conséquence inévitable du vieillissement. Mais au fil des années, quelque chose a commencé à me déranger profondément. De plus en plus de patients, hommes comme femmes, revenaient me voir avec le même problème. Des nuits hachées, des réveils fréquents, une fatigue croissante, et aucun traitement ne semblait vraiment fonctionner. Ce n'était pas que les médicaments étaient inefficaces, c'est que nous nous trompions de cible, nous regardions la mauvaise direction. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à observer autrement, à écouter davantage, à prendre du recul. Et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Car voyez-vous, la nicturie n'est pas une maladie. C'est un symptôme, une conséquence. Elle est la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste, plus sournois, plus silencieux. Et si l'on ne regarde que le symptôme, la vessie, les reins, la prostate, on passe à côté de ce qui se joue réellement à l'intérieur du corps. Un jour, j'ai reçu dans mon cabinet une patiente prénommée Solange, 64 ans, mince, non-fumeuse, pas de diabète déclaré, pas de surpoids, pas de tension. En apparence, tout allait bien. Pourtant, elle se levait 6 fois par nuit. Son urologue n'avait rien trouvé d'anormal. Son généraliste lui avait prescrit des somnifères. Aucun effet. J'ai décidé de lui poser des questions différentes. Que mangez-vous le soir? À quelle heure? Est-ce que vous avez tendance à grignoter devant la télévision? Prenez-vous un dessert, une tisane sucrée, une collation? Ressentez-vous de la fatigue après le déjeuner? Avez-vous les jambes un peu gonflées le soir? Et là, tout s'est éclairé. Solange mangeait peu, mais elle grignotait souvent, surtout après 20 heures. Elle prenait un yaourt allégé avant de dormir, pensant bien faire. Et surtout, elle souffrait, sans le savoir, d'une hyperinsulinémie chronique. L'insuline. Ce mot-là, vous ne l'entendez presque jamais chez votre médecin, à moins que vous soyez diabétique. Et pourtant, l'insuline est au cœur de tant de troubles invisibles. Chez Solange, comme chez des centaines d'autres patients que j'ai suivis ensuite, le problème n'était pas la vessie. C'était un taux d'insuline élevé, maintenu anormalement haut toute la journée. Et surtout, toute la nuit. Vous devez savoir ceci. L'insuline n'a pas seulement pour fonction de faire baisser le sucre dans le sang. Elle interagit avec d'autres hormones, notamment les hormones surrénaliennes qui régulent la rétention d'eau dans le corps. Quand l'insuline est trop présente, elle bloque le bon fonctionnement de ces hormones. Résultat, votre corps élimine plus d'eau, surtout la nuit, quand il est censé se reposer. Pire encore, l'insuline empêche la libération de certaines hormones réparatrices pendant le sommeil profond. C'est pourquoi les gens souffrant de nicturie se réveillent souvent fatigués, même après 8 heures au lit. Ce n'est pas juste qu'ils se sont levés plusieurs fois, c'est qu'ils n'ont jamais atteint un sommeil profond et régénérant. Je me souviens aussi d'un patient, Henri, ancien professeur de lettres, 72 ans. Il disait « Docteur, je n'ai jamais eu de diabète. Pourquoi vous me parlez d'insuline ?» Et je lui ai expliqué ce que j'ai compris après 40 ans de médecine. On peut avoir un taux de sucre normal et pourtant un taux d'insuline trop élevé. C'est même la situation la plus fréquente chez les personnes âgées qui souffrent de nicturie. Et pourtant, combien de médecins demandent une analyse d'insuline à jeun? Très peu. On mesure la glycémie, l'HbA1c, parfois l'index de masse corporelle. Mais l'insuline, elle reste dans l'ombre. Et pourtant, c'est souvent là que se cache la réponse. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. Je vous le dis parce que je l'ai vu, parce que je l'ai mesuré, parce que j'ai vu des hommes et des femmes arrêter de se lever la nuit, retrouver un sommeil profond simplement en corrigeant ce déséquilibre hormonal. Et surtout parce que la majorité des cas de nicturie chez les seniors n'ont rien à voir avec la vieillesse. Ils ont à voir avec des habitudes, des choix alimentaires, un mode de vie moderne qui perturbe notre métabolisme sans que nous en soyons conscients. Alors, la prochaine fois que vous, ou quelqu'un que vous aimez, vous levez encore à 2 heures, puis à 3h30, puis à 5 heures pour uriner, ne regardez pas seulement le verre d'eau ou la prostate. Posez-vous cette question. Et si le problème venait de votre taux d'insuline?
Ce que je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo, c'est comment reconnaître ces signes avant-coureurs, comment identifier si vous êtes concerné et surtout, comment renverser ce mécanisme sans médicaments par des gestes simples mais puissants. Je suis un médecin à la retraite. Je ne cherche ni gloire ni patientèle. Ce que je veux, c'est vous transmettre ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, pour que vous puissiez reprendre le contrôle de vos nuits et de votre vie. J'ai longtemps cru que soigner, c'était prescrire. Puis les années, les échecs silencieux et les confidences tardives de mes patients m'ont appris que bien souvent, ce qui guérit vraiment ne vient pas d'un flacon ou d'une ordonnance, mais d'un regard honnête sur ce que nous faisons de notre corps chaque jour, chaque soir. Surtout chaque soir. Ce que je m'apprête à vous dire, aucun laboratoire ne vous le dira. Aucun spot publicitaire ne vous le glissera entre deux émissions de télévision. Et pourtant, cette vérité-là est responsable de tant de nuits brisées, de tant de réveils nocturnes, de tant de douleurs silencieuses. Elle tient en une phrase. Ce que vous mangez le soir vous empêche de dormir la nuit. Je l'ai compris tard, à force de voir des patients qui avaient tout essayé sauf cela. On accuse la vessie, le stress, l'âge, l'anatomie. Mais on oublie de regarder ce que la personne a mis dans son assiette 2 heures avant d'aller dormir. Je me souviens d'un homme que j'avais suivi pendant plus de 10 ans. Michel, 67 ans, ancien menuisier, à l'allure encore solide malgré son arthrose. Il se plaignait de se lever 4 fois par nuit. Il avait fait tous les examens. Tout était normal. Jusqu'au jour où, un peu exaspéré, je lui ai demandé « Michel, qu'est-ce que vous prenez le soir après le dîner ?» Il m'a répondu en riant « Oh, pas grand-chose, juste un bol de soupe, un morceau de pain et un petit bout de fromage. Ah, et puis une compote ou une clémentine. » Voilà, tout était là. Ce petit encas du soir, perçu comme léger, normal, presque sain, suffisait à faire grimper son insuline à un niveau tel que son corps passait la nuit à éliminer, à dérégler, à le réveiller. Car voici ce que l'on ignore trop souvent. Chaque bouchée que vous prenez, même petite, même sans sucre ajouté, stimule votre insuline. Et l'insuline n'est pas une horloge capricieuse. Une fois élevée, elle met des heures à redescendre. Ainsi, un grignotage à 21 heures peut maintenir un taux d'insuline haut jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. Et tant que l'insuline est élevée, le corps est en mode actif, pas en mode repos. Il travaille, il filtre, il élimine. Vous essayez de dormir. Mais votre métabolisme, lui, est en éveil. Le pire, c'est que même des aliments apparemment inoffensifs, une poignée d'amandes, un yaourt, une tisane sucrée au miel, peuvent déclencher cette réponse hormonale. Non pas à cause de leur quantité, mais à cause de leur moment. Le soir, le corps humain entre dans un autre rythme, un rythme de récupération, de réparation. Le foie ralentit, les reins filtrent différemment, le système hormonal change de registre. Et dans ce contexte, toute ingestion de nourriture, même minime, agit comme une intrusion. Avec les années, ce phénomène s'amplifie. Le métabolisme ralentit, la sensibilité à l'insuline diminue, la capacité à gérer les glucides devient plus fragile. Et ce qui passait inaperçu à 30 ans devient un trouble à 60. Je repense aussi à une patiente, Claire, enseignante à la retraite, pleine de vie, mais épuisée par ses nuits hachées. Elle buvait une infusion spéciale sommeil tous les soirs à 22 heures. Ce petit rituel, en apparence anodin, la faisait uriner 3 fois par nuit, car cette infusion, bien que naturelle, contenait des plantes légèrement diurétiques, et elle la prenait dans une grande tasse de 300 millilitres juste avant d'aller se coucher. Vous voyez, ce ne sont pas de grosses erreurs. Ce sont de petites habitudes quotidiennes, enracinées dans des croyances qui sapent notre santé sans qu'on s'en aperçoive. La nicturie, dans la majorité des cas que j'ai suivis, n'était pas un problème médical, mais un problème de mode de vie, un problème alimentaire. Et la clé, je l'ai trouvée en changeant un détail, le moment où l'on mange. Quand j'ai demandé à mes patients d'arrêter de manger après 18h30, même s'ils trouvaient cela contraignant au début, les résultats sont apparus en quelques jours. Certains ont retrouvé un sommeil ininterrompu pour la première fois depuis des années. Pas grâce à une pilule, mais grâce à une modification aussi simple que profonde. Respecter le rythme naturel du corps. Cela demande de renoncer à certaines habitudes sociales. Les dîners tardifs, le petit dessert du soir,
la collation télé. Mais croyez-moi, ce que vous gagnez en retour vaut toutes les privations. Car le vrai luxe, ce n'est pas de manger ce qu'on veut à n'importe quelle heure. Le vrai luxe, c'est de dormir profondément, sans douleur, sans réveil, sans fatigue au matin. En tant que médecin, je peux vous dire une chose. Aucun médicament ne remplacera jamais la sagesse du corps écouté. Et cette sagesse commence dans l'assiette, ou plutôt, dans le moment où on cesse de remplir l'assiette. Changer une habitude, ce n'est pas facile. Mais quand cette habitude vous rend malade, vous prive de votre sommeil, vous épuise à petit feu, alors c'est peut-être le moment de choisir autrement. Je suis un vieux médecin. Je n'ai rien à vendre. Ce que je vous transmets, ce sont des années d'écoute, d'échecs, de réussites discrètes. Si vous vous levez chaque nuit, ne cherchez plus l'ennemi dans votre vessie. Cherchez-le dans votre cuisine. Il vous attend entre le tiroir à biscuits et le yaourt du soir. Lorsque j'ai pris ma retraite, après plus de 40 années passées à soigner, à écouter, à chercher ce que les bilans ne montraient pas toujours, je pensais que j'allais tourner une page paisible. Mais en vérité, ce sont les témoignages reçus après ma carrière qui m'ont poussé à continuer, autrement. Pas derrière un bureau, mais avec une plume, une caméra, une parole plus libre. Parce qu'avec l'âge, on ne cherche plus à plaire, mais à dire ce qui est vrai, surtout si cela peut éviter des souffrances inutiles. Et cette vérité, la voici. Les réveils nocturnes, cette fameuse nicturie, peuvent être évités dans la majorité des cas, sans médicaments, sans chirurgie, par la seule force de l'alimentation consciente et de l'hygiène de vie. Mais pour cela, il faut être prêt à entendre ce que la société moderne refuse trop souvent d'admettre. Nos habitudes nous détruisent plus sûrement que nos maladies. Ce que je vais vous livrer ici, ce sont 4 fondations, 4 piliers de guérison que j'ai vu fonctionner encore et encore chez mes patients les plus résilients. Ce ne sont pas des recettes miracles, mais des lois naturelles qu'on aurait dû nous enseigner dès l'école. Le premier pilier, c'est l'heure du dernier repas. J'ai mentionné l'importance de ne plus rien manger après 18h30. Mais permettez-moi d'insister, il ne s'agit pas simplement de manger plus tôt. Il s'agit de respecter la biologie profonde du corps humain. Le soir, le système digestif ralentit, la sécrétion d'insuline devient plus fragile, la sensibilité aux glucides diminue. Manger après 19 heures, c'est comme forcer un moteur déjà au ralenti à tourner à plein régime. Résultat, le pancréas s'épuise, l'insuline grimpe et la nuit devient un champ de bataille interne. Ceux qui suivent ce simple conseil, ne plus manger après 18h30, témoignent souvent d'un changement radical dès la première semaine. C'est presque troublant. En modifiant l'heure, pas le contenu, le corps retrouve déjà une paix intérieure. Mais cela ne suffit pas. Ce que vous mangez avant 18h30 compte tout autant. C'est le deuxième pilier, la réduction drastique des glucides. J'ai vu trop de patients convaincus de bien manger, alors qu'ils consommaient sans le savoir du sucre à chaque repas. Le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz, les galettes de riz soufflé, même les fruits en excès. Tous ces aliments se transforment en glucose puis en insuline. Et tant que l'insuline reste élevée, vous continuez à uriner la nuit. C'est pourquoi je recommande ce que l'on appelle aujourd'hui le régime cétogène ou keto, un mode alimentaire dans lequel on réduit les glucides à moins de 30 grammes par jour. Cela semble radical, c'est pourtant ce que le corps humain a connu pendant des millénaires. Ce n'est pas une privation, c'est un retour à l'équilibre, un réapprentissage. Le sucre n'est pas un besoin, il est une dépendance culturelle. Le régime cétogène repose sur un principe simple, remplacer les glucides par des graisses saines et des protéines de qualité. Cela ne signifie pas se jeter sur le beurre ou les viandes transformées, mais choisir avec soin ces aliments. Je conseille à mes patients de privilégier les œufs bio, les poissons gras comme les sardines ou le maquereau, les légumes verts à faible index glycémique, brocolis, épinards, courgettes, ainsi que les graisses nobles, huile d'olive vierge, avocat, graines, noix non sucrées. Je sais que beaucoup ont peur des graisses. On les a diabolisées pendant des décennies. Mais croyez-moi, ce ne sont pas les bonnes graisses qui tuent. Ce sont les pics d'insuline répétés, jour après jour, année après année. Les personnes qui mangent gras mais peu sucré dorment mieux, ont plus d'énergie, un esprit plus clair.
et une vessie plus calme la nuit. Le troisième pilier, c'est le jeûne intermittent. Loin d'être une mode, c'est un des comportements les plus anciens du vivant. L'homme n'a jamais eu 3 repas par jour à heure fixe jusqu'à l'invention du frigo. Le corps est conçu pour fonctionner par cycle de repos et de nutrition, pas dans une alimentation continue. Je recommande généralement de commencer par 2 repas par jour, espacés de 16 à 20 heures selon la tolérance. Cela permet non seulement de prolonger la période sans insuline, mais aussi d'amplifier la capacité du corps à puiser dans ses réserves, et donc à réduire naturellement les inflammations et les déséquilibres hormonaux. Je sais que cela peut sembler difficile au début, surtout pour les personnes habituées au petit déjeuner dès le réveil, mais le corps s'adapte rapidement. Et une fois que vous ressentez les bienfaits d'un vrai jeûne, clarté mentale, énergie stable, sommeil profond, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Enfin, le quatrième pilier est le discernement émotionnel. Cela peut vous surprendre que je parle d'émotions dans une approche nutritionnelle. Mais j'ai appris avec le temps que nous ne mangeons pas seulement avec la bouche. Nous mangeons avec nos angoisses, nos habitudes, nos blessures. Un patient qui mange tard le soir souvent ne le fait pas par faim réelle, mais par besoin de réconfort, de distraction, d'échappatoire. J'encourage chacun à observer non seulement ce qu'il mange, mais aussi pourquoi. Une transformation durable ne vient pas d'un régime imposé, mais d'une prise de conscience intime. Voilà, chers amis, les 4 piliers que je transmets aujourd'hui. Ils ne demandent pas d'argent, ni de prescription, ni de technologie. Ils demandent de la connaissance, de la volonté et un certain courage de rompre avec les automatismes. Mais leur puissance est immense. Ils peuvent transformer vos nuits, alléger vos journées et vous rendre une vitalité que vous croyez perdue. Je ne suis plus le médecin qui ausculte avec un stéthoscope, mais je reste celui qui écoute. Et ce que j'entends dans ces nuits silencieuses, c'est un appel, le désir de vivre mieux, plus librement, plus lucidement. Vous en êtes capable. Le corps sait retrouver la paix, à condition qu'on cesse de le saboter. Et cela commence ce soir. Je suis un médecin à la retraite. Et pourtant, chaque jour, je me sens toujours au service des autres. Non plus avec une blouse blanche, mais avec mes mots, mon vécu, mes constats accumulés au fil de 40 années passées à écouter des corps fatigués et des âmes usées. Aujourd'hui, je n'ai plus d'horaire, plus de consultations. Mais j'ai cette liberté précieuse, celle de dire ce que j'aurais voulu entendre plus tôt. Ce que j'aurais voulu transmettre à tous mes patients, à tous les enfants de mes patients, à tous ceux qui croient encore que vieillir, c'est décliner. Vieillir, c'est pas se résigner à la douleur. C'est pas s'habituer aux nuits hachées, au sommeil fragile, au réveil en sursaut pour aller uriner dans le noir. Ce n'est pas accepter que son corps devienne un fardeau. Ce n'est pas se dire que c'est normal parce qu'on a passé 70 ans. Non. Vieillir, c'est apprendre une nouvelle forme de sagesse, celle d'écouter ce que notre corps murmure avant qu'il ne crie. Et la nicturie, ce besoin de se lever la nuit pour uriner, est un de ces murmures. Un signal, une sonnette d'alarme douce, répétée, patiente, mais que l'on finit par ignorer, jusqu'au jour où elle devient un cri. Ce cri, je l'ai entendu trop souvent, dans les urgences où j'ai vu arriver des hommes et des femmes tomber la nuit, leurs hanches fracturées, leurs regards vides de sommeil, leur dignité blessée. Personne ne devrait finir ainsi, seul sur le sol froid d'un couloir, parce qu'on n'a pas su poser la bonne question à temps, parce qu'on a traité la vessie sans interroger l'assiette, parce qu'on a soigné le symptôme sans écouter la cause. Je me souviens de Marcel, 84 ans, veuve, discrète, élégante malgré l'âge. Elle vivait seule dans une petite maison en Bourgogne. Chaque nuit, elle se levait 4 ou 5 fois. Elle n'en parlait à personne. Elle s'était habituée, disait-elle. Et puis un jour, elle est tombée. Fracture du col du fémur, immobilisation, puis la perte d'autonomie. Elle n'est jamais revenue chez elle. Un simple changement d'habitude aurait pu tout éviter. Je ne raconte pas cela pour vous effrayer, mais parce qu'il faut comprendre ce qui est en jeu. Car derrière chaque cas de nicturie négligée, il y a un risque bien réel, celui de la chute. Et la chute, chez une personne âgée, n'est jamais anodine. C'est parfois le début de la fin, d'une dépendance, d'un éloignement du domicile, d'une perte de liberté. C'est pourquoi je vous en parle avec autant de gravité.
parce qu'il est encore temps, parce qu'il existe une autre voie, celle que j'ai décrite, que j'ai vue fonctionner, que j'ai moi-même intégrée à ma propre routine. Cette voie demande du courage, oui, mais elle redonne à votre corps ce qu'il attendait en silence depuis si longtemps, le repos. Quand on respecte les rythmes biologiques, quand on cesse de forcer notre organisme à digérer pendant qu'il voudrait réparer, quand on calme l'insuline, quand on offre à nos nuits le calme qu'elles méritent, alors un miracle discret se produit. Ce miracle, ce n'est pas de vivre éternellement, c'est de vivre mieux, plus lucide, plus libre. C'est de vieillir avec puissance. Pas une puissance physique, cela, on la perd inévitablement, mais une puissance intérieure, celle de rester debout, de rester maître de ses nuits, de ses jours, de son esprit. Je ne suis pas naïf. Je sais que les habitudes ont la peau dure, que le changement fait peur, qu'on préférera toujours une pilule à un effort. Mais je sais aussi qu'il y a au fond de chacun d'entre nous cette flamme, celle qui refuse de s'éteindre sans avoir compris, sans avoir essayé. À ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je veux dire ceci. Ne laissez pas votre âge décider à votre place. Ne laissez pas la lassitude anesthésier votre volonté. Vous pouvez encore transformer vos nuits, vos matins, votre vitalité. Ce que vous croyez être une fatalité liée à l'âge est souvent une simple conséquence de ce que vous mangez, de ce que vous buvez et du moment où vous le faites. Et plus encore, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des millions à ressentir cette fatigue silencieuse, ce sommeil brisé, cette lente perte d'élan. Mais ensemble, en partageant ces savoirs oubliés, en les diffusant, en les expérimentant, nous pouvons reprendre en main ce que l'on croyait perdu. Je suis un vieux médecin, mais je n'ai jamais été aussi vivant que depuis que j'ai cessé de prescrire pour commencer à transmettre. Alors si ce message vous a touché, s'il a réveillé en vous quelque chose, une curiosité, une prise de conscience, un espoir, je vous demande une seule chose, partagez-le, parlez-en à vos proches, commentez, abonnez-vous, pas pour flatter un algorithme, mais pour faire exister une parole différente, une médecine de l'intérieur, une médecine de la vie. Vieillir n'est pas une punition, c'est une invitation à vivre mieux, plus vrai. Et cela commence par une nuit complète. Une nuit où le silence n'est pas brisé par une envie pressante, mais honoré par un sommeil profond. Je vous le dis avec tout mon cœur de médecin et tout mon respect d'homme, vous méritez de bien dormir. Vous le méritez, quel que soit votre âge. Et votre corps sait comment y arriver. Il suffit de l'écouter. Après tout ce que nous avons exploré ensemble, il est temps de prendre un moment de recul, de relier les points, de comprendre que derrière ce symptôme si banal en apparence, se lever la nuit pour uriner, se cache un déséquilibre plus profond, plus subtil, mais aussi parfaitement réversible. La nicturie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une punition de l'âge. C'est un langage, un message du corps. Et comme tout message, il peut être entendu ou ignoré. Tout au long de ma carrière de médecin, j'ai vu des traitements, des protocoles, des modes passer et s'effacer. Mais ce que je n'ai jamais vu disparaître, c'est le pouvoir de transformation que possède un patient informé, engagé, prêt à changer. Vous l'avez peut-être compris maintenant. Le véritable médicament, c'est vous. C'est votre façon de manger, de boire, de vous reposer, de prendre soin de vous avec lucidité. Ce sont ces choix simples, répétés jour après jour, qui font toute la différence entre un sommeil haché et un sommeil profond, entre un corps fatigué et un corps apaisé. En réapprenant à respecter les rythmes naturels, ne plus manger après 18h30, réduire les glucides, pratiquer le jeûne intermittent, privilégier les bonnes graisses, bouger son corps sans l'épuiser, on retrouve peu à peu ce que beaucoup croyaient perdu, la paix intérieure du sommeil retrouvé. Et cette paix-là n'a pas de prix. Mais il faut du courage. Il faut parfois aller à contre-courant, refuser l'évidence facile des solutions toutes faites. Il faut aussi être bienveillant envers soi-même, accepter les débuts imparfaits, les écarts et recommencer. Rien de cela n'est magique, mais tout cela est profondément humain. Ce que j'aimerais que vous reteniez de tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est ceci. Votre santé ne dépend pas uniquement de votre médecin, elle dépend de vous. Et c'est une bonne nouvelle, car cela signifie que vous avez un pouvoir immense sur votre avenir, sur vos nuits, sur votre vieillesse. Si vous êtes jeune, commencez dès maintenant. Prévenez plutôt que guérir.
Si vous êtes plus âgé, sachez qu'il n'est jamais trop tard. J'ai vu des hommes de 80 ans changer de mode de vie et retrouver une vitalité qu'ils croyaient disparue. Si vous accompagnez un proche, un parent âgé, parlez-lui. Aidez-le à modifier ses habitudes avec douceur, mais avec constance. Le corps parle, et plus nous vieillissons, plus il parle doucement. Il ne crie pas tout de suite, il chuchote d'abord, par la fatigue, par l'insomnie, par une envie d'uriner la nuit. Écoutons ces chuchotements avant qu'ils ne deviennent des cris. Car celui qui écoute son corps à temps s'épargne bien des douleurs, bien des traitements, bien des regrets. Et maintenant, je vous pose une petite question. Selon vous, quel est le plus difficile quand on veut changer ses habitudes pour améliorer son sommeil? A. Se motiver à commencer. B. Être constant dans la durée. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires ci-dessous pour que tout le monde puisse partager son expérience et s'encourager mutuellement. Vos réponses aideront d'autres personnes à se sentir moins seules et à franchir le pas. Et si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la santé, le sommeil, la longévité et la vraie médecine du quotidien. Si vous le pouvez et si vous en avez le cœur, vous pouvez aussi soutenir cette chaîne par un don, même modeste. Cela nous permet à mon âge de continuer à partager ces savoirs gratuitement, sans publicité, sans compromis. Merci de m'avoir écouté, merci de prendre soin de vous et surtout, merci de croire qu'il n'est jamais trop tard pour changer.